Bonsoir mes amis. Je tiens à vous montrer ce petit livre, enfin ce livre que j'ai pris en fait dans une brocante. C'est de Geneviève Delpech, certainement que certains la connaissent. C'est une médium, c'était la femme du chanteur Delpech. Et elle a été voilà, la femme de Michel Delpech, qui est disparue quand même en 2016, cet homme, hein. Et cette femme a eu ce don de médiumnie qu'il a suivi donc. Et c'était un couple qui a duré très longtemps. Et cette femme a fait ce livre et les enquêtes d'un médium. Et elle explique dans ce livre elle a soutenu la police quand elle a eu recours, enfin ils ont eu recours à elle pour certaines enquêtes, notamment une que j'ai bien aimée. J'aimerais vous lire. Voilà. Donc cette petite lecture va être faite voilà, pour vous donner une idée de ce qu'est la vie d'un médium. Alors, c'était sur l'histoire, enfin l'histoire. Ce sont des faits réels, hein. Donc, si vous reconnaissez le nom, c'est Estelle Mouzin. C'est très récent. En janvier 2003, j'étais en vacances à Trouville. Donc, c'est Geneviève Delpech qui parle. Un soir, avant de m'endormir, je perçois nettement la voix d'une petite fille qui me dit « Je suis à Saint-Thibault-des-Vignes ». À ce moment-là, tout le monde autour de moi parlait de la disparition d'Estelle Mouzin. Et j'ai fait tout de suite le rapprochement. J'ai su aussi instantanément que la fillette était décédée. Pourquoi d'emblée me suis-je sentie aussi investie, avec un tel sentiment d'urgence? Voilà ce que je persuade Michel de m'amener à Guermantes, là où Estelle aurait disparu, selon les informations que j'ai pu entendre à la radio. Il faut que je parle à sa mère. Mais tu ne sais pas où elle habite, s'exclame son mari. Je trouverai, allons-y. Michel cède, habitué à mes lubies et parfois à leur bien fondé. Nous prenons la route à 6 heures du matin. Tout le temps du voyage, je vois la petite fille dans une voiture blanche de style utilitaire, avec les vitres arrière peintes en blanc. Elle était là, devant mes yeux, enroulée dans une bâche en plastique bleu, où elle avait passé toute la nuit, avant d'être enterrée sur le chemin de Saint-Thibault-des-Vignes. J'étais sûre du nom, pourtant Michel et moi ne l'avons trouvée sur aucune carte. À Guermantes, j'ai guidé mon mari, littéralement dans un état second. Nous sommes arrivés dans un lotissement assez grand, et devant l'entrée d'une maison, je me suis tournée vers lui, et je lui ai dit que c'était là qu'habitait la petite. J'ai sonné. Une femme est venue m'ouvrir. C'était la maman d'Estelle. Pendant ce temps-là, la fillette me parlait sans discontinuer. Elle me disait que plus tard, elle allait me donner le nom de son ravisseur. Là, elle m'expliquait les circonstances, me donnait 1000 détails. J'ai décrit la façon dont elle était vêtue le jour de sa disparition, jusqu'à la couleur de ses sous-vêtements. La maman confirmait les détails, mais elle était trop affectée pour que j'aille plus loin. Je ne me sentais pas de lui annoncer la terrible nouvelle. Nous sommes repartis en nous promettant de rester en contact. Son ex-mari, Éric Mouzin, m'a téléphoné le lendemain matin. Très fermé sur l'irrationnel, il avait été néanmoins impressionné par mon irruption et les informations que j'avais confiées à la mère d'Estelle. Je lui ai parlé de Saint-Thibault-des-Vignes. Il m'a confirmé que c'était une localité près de Guermantes. À l'aube, il est venu me chercher pour m'y conduire, et dans la voiture, je lui ai décrit le dernier trajet de sa fille. Je l'ai amenée sur le chemin qu'elle avait pris en sortant de l'école, un raccourci qui lui interdisait d'emprunter, car il n'était pas éclairé. Une de ses copines de classe a par la suite confirmé toutes mes déclarations. Je l'entendais même lui dire au revoir en l'appelant d'un surnom particulier. Puis je la revoyais, toujours dans cette bâche bleue en plastique.
et j'entendais toujours Saint-Thibault-des-Vignes. Je voulais qu'on cherche une maison ressemblant à une ferme. J'entendais aussi le mot papillon et je voulais qu'on trouve un chemin. J'entendais le chemin des pierres ou des pies. On me disait que ça n'existait pas. C'est Karl Zéro qui, plus tard, découvrira, durant son enquête, le chemin des pierrises. Ce sentier longeant une ferme est conforme à tout point à ma description. Pourquoi les autorités ont-elles toujours refusé de creuser à cet endroit? Terrain privé, m'a-t-on répondu. Pas de témoin oculaire justifiant une fouille. Si j'étais sûr de lui, en revanche, j'hésitais sur le coupable. Si j'étais sûr du lieu, en revanche, j'hésitais sur le coupable. Je voyais deux hommes, en alternance, et il y avait ce Fourniret qui, lors de son arrestation en juin 2003, pour tentative d'enlèvement d'une autre fillette, était si conforme au signalement que j'avais donné. Mais je voyais aussi un individu qui élevait des insectes. Un complice, un autre tueur opérant dans le secteur. L'homme à la peau grêlée. Les visions et les ressentis se chevauchaient. Je dois reconnaître qu'au départ, l'appel du lieu était plus fort et plus net que les visions de l'assassin. C'est plus tard que Fourniret s'est imposé à moi comme l'unique meurtrier d'Estelle. L'esprit de la fillette m'a confirmé son nom, mais on m'avait rétorqué que l'ogre des Ardennes, comme on surnomme ce tueur en série, avait un alibi à la date des faits. Je me trompais. Je suis retournée plusieurs fois à Guermantes et dans les environs avec le père d'Estelle Mouzin. Je voyais toujours le même chemin près duquel elle était enterrée. Mais les enquêteurs suivaient d'autres pistes et j'ai fini par me sentir mal. Nausées, crises d'angoisse, d'étouffement. Je revivais l'agonie de la petite. Puis j'ai perdu le contact avec elle. Elle ne voulait pas faire les recherches à l'endroit que j'indiquais. On ne voulait pas faire les recherches à l'endroit que j'indiquais. On voulait que je sois ailleurs. On me lançait sur d'autres pistes. La conviction des enquêteurs déteignait. L'esprit de la fillette m'avait donné le nom de Fourniret, mais personne n'y croyait. Alors j'ai bifurqué. Comme je l'ai écrit plus haut, deux prédateurs avaient accompli leur forfait dans le même secteur, et c'est à cause de ces interférences que je me suis embrouillée. Je passais de l'un à l'autre, et Karl Zéro a conservé dans son téléphone tous les enregistrements datés de mes voyances, et de mes réussites comme de mes errances. Je me raccrochais à ma seule certitude. Je savais qu'Estelle avait été embarquée dans un véhicule utilitaire que le ravisseur avait laissé à l'arrière d'une maison du côté de Saint-Thibault-des-Vignes. Il l'avait violée et étranglée le soir même. J'ai vu la scène des dizaines et des dizaines de fois. J'avais tant de mal à me convaincre que l'assassin ne pouvait pas être Fourniret, puisqu'on me certifiait qu'il y avait un alibi. J'étais épuisée. La voyance est un véritable puzzle. Il est très difficile de retrouver quelqu'un avec précision. Le médium va dire il y a de l'eau, des pierres, il y a du bois, un croisement, j'entends tel nom, et les informations restent néanmoins vagues. Il est encore plus difficile de retrouver un petit corps dans la nature et d'identifier l'endroit précis où il est enterré. Ce que je vois, ce sont des scènes, des endroits, des détails. On m'a amené 5 à 6 fois le matin de très bonne heure sur des lieux qui ressemblaient à celui que j'avais décrit, loin de Saint-Thibault-des-Vignes. On rentrait après avoir pique-niqué sur un parking. Éric Mouzin, qui m'a vu si souvent à l'œuvre, a écrit ce témoignage qui m'a donné la force de persévérer dans une période très éprouvante. Sur le terrain, on voyait bien que Geneviève était en proie à des très fortes émotions, qu'elle était inspirée. Elle voulait réussir. D'abord retrouver Estelle, ensuite ne pas se décrédibiliser en n'y parvenant pas tout de suite. Elle faisait une description extrêmement précise des lieux. Alors on se prenait fortement à y croire parce qu'on se disait que si elle était capable de décrire des scènes avec une telle acuité, c'est que le reste, c'est-à-dire retrouver Estelle, allait suivre. Si ça n'a pas été le cas, c'est parce que les investigations n'ont pas suivi immédiatement.
et aussi parce que Geneviève, ne voulant pas contrarier la police, a souvent épousé des convictions qui n'étaient pas les siennes. Mais nous étions tous embarqués par l'émotion qu'elle portait. Ça, c'est le témoignage. Hein. Donc, aujourd'hui encore, je demeure... Ça, c'est donc Geneviève qui reprend. Aujourd'hui encore, je demeure persuadée qu'Estelle a été tuée le soir même de son enlèvement par Michel Fourniret et qu'elle a été enterrée à Saint-Thibault-des-Vignes. Mais la police m'a prouvé que je me trompais. Voilà. Puisque Fourniret avait un alibi inattaquable. Le 9 janvier 2003, il se trouvait auprès de sa femme, Monique, en Belgique, d'où il avait téléphoné à son fils. Je continue de vivre cela comme un échec, une faute et c'est très douloureux. Ma seule consolation est d'être resté très ami avec le papa d'Estelle qui m'a souvent répété qu'il me croyait, qu'il avait confiance en moi même si les faits me donnaient tort. Mars 2020, Michel Fourniret avoue l'enlèvement et le crime d'Estelle Mouzin. Enfin, la nuit suivante, je fais un rêve dans lequel Estelle me dit qu'elle ne se trouve plus à Saint-Thibault-des-Vignes, mais près de La Fontaine. Plus exactement, elle m'indique qu'elle est au creux d'une forêt près de La Fontaine. Le lendemain, j'appelle son père, qui reste méfiant quant aux aveux de Fourniret. Éric connaît les personnages et la perversité diabolique. Il reste sur ses gardes. Mais 8 jours plus tard, les journaux annoncent que des recherches seraient effectuées dans la forêt de Rambouillet près de Clairefontaine, où Fourniret avait demeuré durant quelques années, et où il aurait pu enterrer la petite. Une semaine plus tard, je refais un rêve dans lequel Estelle me montre une sorte de terre blanche qui aurait pu faire penser à de la neige, mais je sais que ce n'était pas cela, elle était dans de la terre blanche. En général, mes rêves viennent en appoint de ma médiumnité par flash, vision et clairaudience, comme si cette médiumnité profitait de mon sommeil pour remettre tout à plat ou ajouter des précisions. Il ne reste plus qu'à attendre. Bon, voilà, ça s'est arrêté là sur ce petit texte, mais elle dit plus tard que Estelle Mouzin a été... Enfin, il y a eu... dans une autre enquête, elle précise que... en fait, cet homme n'avait jamais... sa femme avait menti, quoi. Ce qu'on se doutait d'ailleurs, hein, mais bon, il fallait des preuves. Donc ils ont eu quand même la femme de cet homme, de Fourniret, qui a finalement avoué qu'elle avait menti. Donc, malgré tout, cette femme est merveilleuse parce que je ne comprends pas qu'on ne puisse pas accorder plus d'importance quand les gens ont autant de ressentis aussi puissants. Et bon, sur d'autres enquêtes, elle a été bien plus écoutée et c'était assez formidable, quoi. Il y a eu, je ne sais plus combien d'enquêtes, hein. Ouais. Elle a fait énormément d'enquêtes. Bon, là, il n'y a pas le total d'enquêtes qu'elle a fait. Je crois qu'on parle de... Oui, elle a bien... Là, à la louche, déjà, il y en a pratiquement 25, quoi. Voilà. Donc, c'est formidable. Voilà, cette femme est merveilleuse. Moi, voilà. Geneviève Delpech a été pendant de longues années la femme de Michel, disparu le 2 janvier 2016. Elle l'a soutenu dans l'épreuve de la maladie et communique aujourd'hui avec lui grâce à son formidable don de médium. C'est cette communication au-delà de la mort que Geneviève relate dans Le Retrouver, ou Te retrouver plutôt, paru en 2017 dans la collection Témoins de l'extraordinaire. Elle est également l'auteur des ouvrages Le Don d'ailleurs, cette expérience inouïe qui a bouleversé ma vie, et l'au-delà en question, et l'invité de l'au-delà. Voilà. Donc, je vous recommande de lire ce merveilleux livre. Ça vous fera du bien de savoir qu'il y a quelques monstres qui sont arrêtés et grâce à des gens merveilleux. Voilà. Voilà, c'était ce que je voulais vous communiquer. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.